Bonjour, bienvenue à la Comfi, c'est le 5e épisode, dans un moment qui est sans doute historique parce que nous sommes en pleine mobilisation sociale contre le projet de retraite du gouvernement. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur le contenu de ce projet, je crois qu'on le connaît bien maintenant, il s'agit de forcer les gens à travailler 2 ans de plus, donc à avoir 2 ans de moins à vivre et les années où on est le plus en bonne santé à la retraite, et tout ça parce qu'en réalité, si on regarde au fond du problème, depuis une trentaine d'années, on assiste, et encore plus sous Emmanuel Macron, à un partage des richesses qui va toujours plus du travail vers le capital, partage de la valeur ajoutée, et qui fait que les moyens qui sont nécessaires à mobiliser pour les retraites, eh bien, partent finalement vers les dividendes, vers le capital non investi, vers le capitalisme financiarisé. Le fond du fond de la question, il est là. Et ce gouvernement entend finalement faire payer la situation, comme d'habitude, au monde du travail. C'est donc inacceptable. Et les gens ont très bien compris ça. C'est pour ça que je disais qu'on était dans une mobilisation historique. Ça fait maintenant plusieurs manifestations qu'ils se rassemblent dans des marches pacifiques, fortes, impressionnantes, qui déjà comptent parmi les plus grandes mobilisations que ce pays ait connues d'un point de vue social. C'est un moment historique aussi parce qu'on peut dire quelque part que le premier round a été gagné par le mouvement, dans le sens où aucun des arguments du gouvernement n'imprime. 7 Français sur 10, plus de 7 Français sur 10, c'est constant, ça augmente, sont contre ce projet. Plus de 9 actifs sur 10 sont contre ce projet. Donc d'un point de vue idéologique, je crois que la bataille est gagnée. Et d'un point de vue aussi, j'allais dire, de matérialisation de cette majorité dans des manifestations, la bataille est gagnée aussi. Voilà, quand on arrive à mobiliser 2,5 millions, 2,8 millions personnes dans le pays et dans toute la France, dans les plus petites communes, dans les sous-préfectures, etc., eh bien, ça veut dire qu'on est face à un de ces mouvements où, d'un côté, il y a une toute petite minorité sociale représentée par un gouvernement qui fait face au peuple. Et moi, j'ai beau un peu regarder l'histoire, notamment de la Ve République, il n'y a pas beaucoup d'exemples où à la fin, ce n'est pas le peuple qui gagne quand il y a une telle mobilisation. Donc, premier round gagné, et le deuxième round, les syndicats viennent de l'annoncer, tous ensemble, c'est important, l'intersyndicale est forte par son unité, c'est-à-dire que cet appel à une grève reconductible à partir du 7 mars, qui serait là aussi historique, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'appel général, une grève reconductible, qui montre que là, patiemment, ils ont construit justement quelque chose qui donne confiance aux gens, notamment dans des entreprises privées où on ne faisait plus grève depuis longtemps, pour que la grève soit déclenchée et que ce ne soit pas seulement les secteurs les plus mobilisés habituellement, c'est-à-dire le transport, l'énergie, les services publics qui fassent grève, la grève par procuration qui avait été lancée en 1995. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre tout le pays en grève, et je crois qu'il est assez symptomatique que tous les leaders syndicaux, de Laurent Berger à Philippe Martinez, en passant par les responsables de Solidaire, EFO, CFTC, etc., maintenant n'hésitent pas à dire que oui, si le gouvernement s'entête, si le gouvernement veut bloquer le pays, eh ben, il va avoir du répondant et qu'ils iront jusqu'au bout pour faire reculer ce projet. Un appel donc qui est essentiel pour nous et dans lequel, à mon avis, nous devons effectivement jouer pleinement notre rôle, c'est-à-dire de faire en sorte de le favoriser, d'en favoriser le succès pour aller vers le retrait de ce projet. Donc d'un côté, il y a ce mouvement social et puis il y a de l'autre côté le boulot que nous, parlementaires, militants politiques, nous avons à jouer. Et donc c'est ce que nous faisons à l'Assemblée pour cette deuxième semaine de débat, avec en face de nous un gouvernement, et ça se voit, on a vu les sorties d'Aurore Berger ce week-end, très, très, très dures vis-à-vis de France Insoumise. On a vu même Bruno Le Maire, qui d'habitude est un peu plus, fin dans ses commentaires, parler carrément de problèmes démocratiques de France Insoumise, juste parce qu'en fait, nous déposons des amendements, ce qui est quand même le droit constitutionnel absolu des parlementaires. Bon, pourquoi font-ils ça ? Parce qu'ils veulent diviser le mouvement. Ils voudraient essayer de faire en sorte que la NUPES se divise, de diviser le mouvement entre d'un côté ceux qui sont raisonnables et puis d'un autre côté des France Insoumises qui seraient, décidément incontrôlables. Bon, tout ça est gros, ils avancent avec des gros sabots. Moi, je ne crois pas du tout que ça fonctionnera, tout simplement parce que dans les faits,
c'est l'obstructeur arrosé, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui fait de l'obstruction à l'Assemblée. Je voudrais rappeler pourquoi. Ils ont mis en place un système, c'est le 47.1, c'est-à-dire l'article 47.1, qui est associé avec un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif et qui, évidemment, n'est pas du tout un outil parlementaire adapté pour faire passer une loi aussi importante que la réforme des retraites. Pourquoi l'ont-ils fait ? Tout simplement parce que ça leur permet, au bout de 20 jours, c'est l'article 47.1, de dire on arrête les débats. Voilà, et on passe au Sénat, même s'il n'y a pas de vote. Et puis le Sénat débat à son tour, et le tout, en 50 jours, tout doit être réglé. Donc tout doit être réglé d'ici le 16 mars. Bien. Donc ils ont mis en place un système où non seulement ils restreignent le temps de débat à l'avance, mais ils se donnent la possibilité de ne pas voter. Donc c'est eux qui, quelque part, ne respectent aucun cadre démocratique, au risque même d'être anticonstitutionnels, parce que beaucoup, à commencer par Laurent Fabius, aujourd'hui paraissent très dubitatifs sur le fait d'utiliser un outil parlementaire qui est fait théoriquement pour parler d'un budget de l'année et évidemment pas fait pour parler de transformation structurelle et qui engage des décisions budgétaires sur les années à venir. Bon, ils le font parce qu'ils ont très peur, ils ont peur de ne pas être majoritaires depuis le début. Et la preuve en plus qu'ils ne veulent pas débattre, c'est que les 20 jours, de cette histoire de 20 jours, c'était entre le moment où l'Assemblée reçoit la lettre du gouvernement qui lui propose le projet de réforme à débattre et le 20e jour à partir de là. Donc ça nous amène au 17 février, ce vendredi. Là-dedans, ça donnait 12 jours possibles de débat. Bon. Ils ont décidé déjà d'en enlever un. C'était le jeudi, c'était la niche du Parti Socialiste, que le Parti Socialiste a demandé de pouvoir dépasser. Ils ont refusé. Après, nous ont refusé d'ouvrir le week-end. Donc ça fait 3 jours, ça fait un quart des temps de débat. Ensuite, ils ont inventé des incidents. Je pense notamment à la question liée à Thomas Porte et à sa scandaleuse exclusion pendant 15 jours qui nous prive en plus d'une voix à l'Assemblée. Hein. Tout est bon à prendre. Bien, là, on a encore perdu 4 heures. Dans des débats, moi je les ai connus quand ils voulaient vraiment arriver à un vote permettant d'ouvrir de prolonger la nuit. Je les ai vus utiliser le fameux article 100. Vous savez, l'article 100, c'est quand vous avez des amendements identiques, tous, et puis ces amendements identiques, vous proposez seulement qu'ils soient défendus par groupe, par un pour, un contre. Là, ils permettent que tous les amendements soient défendus. Ils font des appels au règlement permanent. Donc c'est eux qui essayent de gagner du temps. Voilà. Sauf qu'en termes de propagande, ils essayent de faire penser que c'est nous qui sommes dans cette situation. Nous, on veut simplement débattre. Les amendements qui ont été déposés, franchement, c'est un nombre d'amendements tout à fait correct par rapport à un projet de loi de cette ampleur. Et donc, j'allais dire, ne vous laissez pas prendre à ce piège dans lequel nous sommes. Et nous faisons, tout le monde l'a constaté, des interventions de fond, alors qu'eux sont incapables, au fond, de répondre sur le fond. Et c'est bien pour ça qu'ils essaient de trouver ce genre d'arguments et puis de nous diviser, je l'ai déjà dit. Mais on va continuer, on va se battre toute la semaine avec nos arguments, nos interventions. Il y en a eu plusieurs remarquables la semaine dernière. Je pense à celle de Rachel Keke, de François Ruffin, de Mathilde Panot. J'en ai aussi fait quelques-unes et on va continuer à se battre. Et je suis sûr qu'on va aider le mouvement social de cette façon-là. Ça, c'est le travail qu'on fait à l'Assemblée. Bien évidemment, il y a aussi des meetings. Moi, je pense d'ailleurs qu'il serait peut-être utile que la NUPES propose un très grand meeting avant le 7 mars, de façon à soutenir le reconductible qui va démarrer à partir du 7 mars. Pour les plus anciens qui se souviendront, au moment du traité constitutionnel européen en 2005, on avait fait un grand meeting au Zénith de plusieurs milliers de personnes. Peut-être, je parle à l'époque du nom de gauche, au traité constitutionnel européen, peut-être que la NUPES pourrait faire un meeting de cette ampleur pour, j'allais dire, apporter sa cotisation au mouvement, on va dire. Ça, c'est peut-être quelque chose à noter, en plus des meetings qu'on fait de manière fréquente. Ça, c'était la question la plus importante, c'est-à-dire cette question liée à la retraite, au monde de retraite, à la grève. Vous avez compris que je pense qu'on peut gagner, qu'on peut faire reculer ce gouvernement. Alors, d'autres petits sujets quand même dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ceux liés plus directement à la commission des finances, avec 3 informations. La première, c'est que suite à un article du Canard enchaîné qui révélait qu'il y avait eu un rapport de l'IGF en 2021 qui montrait que la rentabilité des concessionnaires d'autoroutes avait été bien plus importante que celle prévue au départ dans les contrats avec l'État et que du coup l'État avait perdu beaucoup d'argent
dans cette affaire, et donc nous aussi, dans une privatisation à laquelle je me suis toujours opposé, mais qui montre qu'elle est toujours plus, scandaleuse. J'ai eu ce rapport, j'avais demandé à avoir ce rapport, j'ai donc confirmé toutes les informations dans un communiqué qu'il y avait dans le Canard enchaîné, et j'ai interpellé Bercy pour qu'ils mettent en place une des voies proposées par ce rapport, qui était le fait de réfléchir à un raccourcissement de la durée de concession des autoroutes. Bon, j'ai vu la réponse donnée à l'AFP, donc j'aimerais bien que Bercy vienne nous confirmer ici en audition, pourquoi pas, comme quoi ils allaient examiner cette voie. Voilà, je pense que c'est un bon point de marquer, c'est une bonne chose s'ils s'engagent là-dessus, et évidemment je vais suivre attentivement ce dossier. Deuxième point, c'est la fameuse mission sur la fiscalité des entreprises. Ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas, elle doit commencer dans la deuxième quinzaine de février, après évidemment l'examen du projet de retraite à l'Assemblée. Et puis la troisième chose, c'est quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, où la stigmatisation de France Insoumise, là aussi, a trouvé un peu un écho. Il y avait un projet de loi de niche parlementaire proposé par le Parti socialiste sur la nationalisation d'EDF et qui s'accompagnait d'un article qui prévoyait que des prix réglementés de l'énergie soient proposés aux PME en dessous de 5000 personnes, et évidemment pour tous les commerces qui aujourd'hui souffrent énormément des questions d'énergie, je pense aux boulangers, mais pas que, etc. Tout le monde connaît le problème. Et cet amendement avait été examiné en commission, était passé sans problème, sous la forme d'article, personne ne l'avait contesté à ce moment-là au nom de l'article 40. Vous savez, l'article 40, c'est qu'il faut qu'une dépense ne soit pas gagée. Et la veille de l'examen, les partis gouvernementaux, les groupes gouvernementaux m'ont demandé de le déclarer irrecevable, arguant qu'il s'agit d'une dépense, d'une charge. Bon, moi, comme à mon habitude, j'ai enregistré, elle est venue du bureau, j'ai enregistré cette demande. J'ai proposé, j'ai essayé de chercher les voies qui me permettraient malgré tout de le rendre recevable. Je fais ça pour tout le monde, parce que je trouve que le plus important, c'est le débat parlementaire, et que quand on peut avoir un élément juridique qui permet de contourner l'article 40, j'essaie de le faire pour tout le monde. Et là, en l'occurrence, celui qui a déposé le projet de loi, Philippe Brun, le socialiste, a trouvé un argument que mon administrateur a trouvé, l'administration a trouvé pertinent, et donc j'ai déclaré recevable cet amendement. En gros, l'idée, c'était de dire que rien dans les textes n'indiquait que c'était l'État qui devait prendre à sa charge ce prix réglementé, mais que ça pouvait être les énergéticiens, et donc il n'y avait pas de dépenses de l'État. Alors économiquement, politiquement, on peut peut-être penser que ce n'est pas réaliste, mais juridiquement, j'affirme que ça tenait la route pour pouvoir le déclarer recevable. Et il y a eu une très grosse attaque qui a continué ce week-end en séance, de remise en question de mon jugement en tant que président de la commission, et en fait du fait tout simplement que manifestement, parfois, certains ne supportent pas qu'il y ait un président de la commission des finances qui soit de l'opposition et qui ne suive pas forcément les décisions de la majorité, et que quand la majorité trouve évident que quelque chose n'est pas constitutionnel, c'est pas parce qu'ils sont la majorité qu'ils ont raison. Voilà. Donc, je le pointe parce qu'on verra si ça a des suites, mais je ne suis pas non plus dupe de ce qui a été fait, de ce qui continue à être fait. Dernier point, et j'arrête là, je continue mon travail en circonscription, et là, notamment, j'ai entrevu un travail vis-à-vis de l'ANRU, à savoir des immeubles qui sont dans ma circonscription, comme dans beaucoup d'endroits en France, qui doivent être détruits, des grandes tours, à l'île Saint-Denis, quartier Marcel Paul, et où, en attendant que ces tours soient détruites, les gens continuent à y vivre, 80% des gens continuent à y vivre, dans des conditions absolument incroyables, quasiment de logements indignes, même de logements indignes, on peut le dire, alors que ce sont des bailleurs publics qui louent ces appartements, que les gens continuent à payer les loyers, les charges, et ils se retrouvent dans des conditions d'humidité, de moisissure, d'hygiène, de rats, de cafards de toutes sortes, de problématiques d'ascenseurs qui ne fonctionnent pas, absolument scandaleuses. J'ai essayé de discuter avec le bailleur et avec des représentants de ses habitants pendant plusieurs mois. Force est de constater que ça n'avance pas. Donc, j'ai engagé une action avec des médias et avec les réseaux sociaux sur place pour dénoncer cette situation. Et le bailleur, c'est Seine-Saint-Denis Habitat. J'espère qu'il va résoudre rapidement la situation de ces habitants qui ont droit de vivre normalement tant qu'ils habitent dans ces tours. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À bientôt.